Alors Albert Prévost, qui va conclure de façon très intéressante cette matinée en nous parlant de l'Europe, en nous donnant un éclairage européen, est vice-président du Conseil français des personnes handicapées pour les affaires européennes et internationales, membre du comité exécutif du Forum européen des personnes handicapées, et il est à souligner que dans cette dernière instance, il est le seul parent, puisqu'il est lui-même parent d'un adulte polyhandicapé, et ça nous donne un éclairage tout à fait singulier, complémentaire et intéressant. Mon cher Albert. Merci. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je remercie d'abord le groupe Polyhandicap France de m'avoir associé à cette manifestation, à ce grand colloque, et je suis très impressionné, je n'ai entendu que les deux orateurs précédents, mais je suis très impressionné par la qualité des interventions. Et comme j'arrive à l'époque, au moment où l'hypoglycémie commence à se faire sentir, je vous demande toute votre indulgence, effectivement, parce que je vais vous parler d'Europe. Alors, d'abord, un mot simplement pour présenter les institutions que, entre guillemets, puisqu'on va en parler beaucoup, que vient de présenter Marie-Christine. Le Conseil français des personnes handicapées, c'est simplement une organisation qui est issue de l'ensemble des associations françaises. Il y en a une cinquantaine qui font partie de son conseil d'administration et qui a pour objet de représenter le mouvement des personnes handicapées auprès des instances de l'Union européenne, la Commission, le Parlement et le Conseil des ministres, et en même temps de faire en sorte d'essayer de présenter en France, enfin d'appuyer sur la transposition des directives européennes lorsqu'elles nous concernent et surtout lorsqu'elles nous intéressent. Alors, j'hésite un peu à dire les mots parce que, en fait, la plupart des initiatives que nous avons prises, que le gouvernement français a prises depuis une vingtaine d'années en France dans le domaine du handicap, vient en fait de directives européennes, d'aiguillons européens, d'une réflexion qui, en fait, se situe à un niveau plus ou moins concerté au niveau européen. Je vous signale que ce Conseil français des personnes handicapées a une newsletter, pardon pour le mot, et que je vous invite vivement à fréquenter, parce qu'elle vous donne les nouvelles justement de l'Europe et vous parle de toutes ces notions que je vais évoquer rapidement avec vous. Alors ce que je veux dire, c'est que ce CFHE, ce comité n'est pas une association militante pro-européenne. C'est un passeur, un intermédiaire objectif dans les deux sens. Et si mes propos sont ceux d'un militant, ma seule militance est au service des personnes handicapées. Je ne parle pas d'Europe en tant qu'entité, disons, à fonction politique. Mon propos aura trois temps, si vous voulez, aujourd'hui, pour répondre à la demande qui m'a été faite par votre président. D'abord, vous dire tout ce que la politique du handicap en France doit aux politiques européennes, parce que ça, on l'ignore très souvent. Et ensuite, placer dans ce cadre le problématique de votre conférence sur le choix de vie, en faisant un sort à des notions d'institution, de désinstitutionnalisation, comme cela a déjà été évoqué. Et comme cela a été souhaité, je vous partagerai avec vous ensuite quelques réflexions un peu plus personnelles sur ce thème. Donc, ce n'est pas forcément obligatoire de les enregistrer vers la fin. Alors, l'Europe traverse, c'est évident, aujourd'hui des moments difficiles. Je ne vais pas vous les rappeler, mais il y a une crise sanitaire, une crise financière, une crise économique, une crise sociale, crise identitaire, crise d'immigration, crise institutionnelle avec le Brexit, et voilà que depuis 3 mois, la guerre est aux portes de l'Europe. Donc tout ça, c'est beaucoup. C'est beaucoup pour l'Union européenne, mais malgré tout, l'Union européenne reste très attentive au sort des 100 millions de personnes handicapées, soit environ 1/5 de sa population, qu'elle identifie dans l'ensemble de ses États membres. C'est d'autant plus important de le dire que beaucoup de pays annoncent
dès maintenant des restrictions budgétaires dans le domaine, dans tous les domaines, et donc prioritairement, malheureusement, quand on annonce des restrictions budgétaires, c'est le domaine social qui prend d'abord, et on peut le craindre, la situation des personnes handicapées. C'est particulièrement le cas déjà dans des pays du nord de l'Europe qui, on vient de le constater la semaine dernière, ont décidé des diminutions drastiques de leur aide justement aux communautés qui s'occupent des personnes en situation de handicap. Mais c'est aussi le cas de la Grèce, de l'Italie, de l'Espagne et peut-être de la France bientôt. Alors, pourquoi parler d'Europe quand on parle de handicap ? L'Union européenne en tant que telle n'a de compétence à intervenir sur les dispositifs d'appui et de services aux personnes handicapées qu'en se plaçant dans le champ de la non-discrimination, c'est-à-dire l'article 13 du traité d'Amsterdam de 1997. Il n'est pas nouveau. Et une phrase lui permet d'intervenir dans ce domaine, c'est que l'Union européenne peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race, l'origine ethnique, la religion, les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. Vous voyez que c'est à travers cette mention du handicap que l'Europe a une action dans ce domaine. Parce qu'en réalité, l'Union européenne joue à travers les initiatives que lui permet la diversité de ses outils juridiques un très important rôle d'impulsion, d'aiguillon auprès des États membres et de législation dans le domaine du handicap. On peut considérer, et ce chiffre est à peu près admis dans tous les pays de l'Union, que près de 80% des avancées les plus importantes dans le domaine du handicap ont été réalisées à la suite d'initiatives et sous l'impulsion de l'Union européenne. Alors, je vais simplement rappeler quelques exemples, ça ne constitue pas le tout de cette intervention, mais c'est bien d'en avoir l'idée. Il s'agit en fait de garantir des conditions d'accessibilité. Mais à travers l'accessibilité, c'est un peu toute la considération que l'on porte au thème du handicap qui est sous-jacente. Les plus récentes, celles qui datent de quelques mois, et dont peut-être vous n'avez pas entendu parler, parce qu'il ne faut quand même jamais oublier que quand quelque chose se fait de bien dans un pays, c'est le gouvernement qui en a pris l'initiative. Mais quand ça va mal, c'est l'Union européenne, bien entendu. Or, beaucoup d'initiatives sont prises sous l'impulsion de l'Union européenne, mais on oublie de le dire. Très souvent, on oublie, bien entendu, de le dire. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Alors, le Code européen des communications électroniques, par exemple, en 2021, l'année dernière, donc, par exemple, qui stipule que les services mobiles ou Internet soient d'accessibilité, soient accessibles aux personnes handicapées, et notamment les services d'urgence. Vous savez que c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Là, il y a justement une demande européenne, une obligation. Je passe sur le thème qui va être dans l'avenir sans doute fondamental, qui est celui de l'intelligence artificielle et qui va avoir un impact sur toute notre activité. Là aussi, le respect des droits fondamentaux des personnes handicapées va être suivi de très très près dans les lois qui seront promulguées par les différents États, par l'Union européenne. Un point très précis, c'est l'acte législatif européen sur l'accessibilité des biens et des services, qui est une directive de 2019, qui est actuellement en cours de transposition, c'est-à-dire que tous les biens et les services doivent être accessibles, les personnes handicapées doivent pouvoir y accéder sans difficulté. Et cette loi, cette directive est en cours de transposition, par exemple, dans notre pays. Et elle sera évaluée donc au mois de juin 2022, c'est-à-dire maintenant, elle est évaluée. Et c'est très important, parce qu'évidemment, si on n'y fait pas, on ne donne pas suite à cette accessibilité, c'est tout un pan de la société qui n'est plus accessible aux personnes handicapées. Alors ça concerne tous les domaines des biens et des services. De même, une directive sur les médias audiovisuels, ça nous concerne un peu. Nous avons vu tout à l'heure combien il y avait peu de cas de fait du handicap dans nos médias d'une manière générale. Par exemple, si vous voyez actuellement les discours
de nos hommes politiques avaient une traduction en langue des signes derrière, par exemple, quand vous regardez votre télévision, ben c'est grâce à une directive de l'Union européenne de 2018 qui l'a rendue obligatoire sous peine de pénalité. Elle n'est pas tout à fait bien utilisée en France d'ailleurs. De même, l'accessibilité du web, qui est en cours aussi d'évaluation. Là aussi, les applications mobiles doivent être accessibles. Ce n'est toujours pas le cas. Il y a toujours des pénalités chaque fois, mais la plupart des pays préfèrent payer les pénalités, malheureusement. C'est comme pour l'emploi. Les marchés publics. Les marchés publics sont l'objet d'une directive qui implique qu'ils aient une condition d'accessibilité. Les transports, l'accessibilité des moyens de transport. Si vous avez dans les bus une accessibilité possible pour les fauteuils, par exemple, ou pour les personnes qui ont des difficultés visuelles, là aussi, c'est une directive de l'Union européenne de 2001. Vous voyez qu'on a quand même mis du temps pour la mettre en vigueur. C'est la même chose pour le transport aérien et c'est la même chose aussi pour le cadre, l'égalité de traitement en matière d'emploi, qui remonte à une directive européenne de 2000 qui crée en particulier un concept très intéressant d'aménagement raisonnable qui sera repris dans la loi du 11 février 2005. Bon, la carte européenne du handicap, la carte européenne de stationnement, vous savez tout cela, je n'y reviens pas. Mais tout ça pour vous dire que l'Union européenne a quand même une prégnance sur le dossier du handicap dans tous les pays de l'Union, et en particulier dans le nôtre. Elle s'appuie évidemment sur des moyens financiers, parce que s'il n'y avait pas des moyens financiers, tout cela resterait un peu lettre morte. C'est le fonds structurel, ce sont les fonds structurels d'investissement européens, que vous connaissez bien, qui ont toujours, et ça on l'oublie très souvent, et en particulier nos régions qui l'administrent, qu'ils comportent une conditionnalité d'accessibilité. Quand un marché public, là aussi, est lancé sur des fonds européens, il doit toujours avoir une clause, est-ce que tout cela sera accessible aux personnes handicapées, etc. Donc, vous voyez qu'on n'est pas forcément, là aussi, toujours au cœur de ce qui se fait. Et puis enfin, l'Union européenne est quand même un lieu privilégié de comparaison avec les réflexions, les pratiques des autres pays européens, d'observation des évolutions globales des politiques du handicap. Elle est aussi, à ce titre, une source d'inspiration pour de nombreuses dispositions législatives dans la plupart des pays. Je cite un exemple en France, c'est la fin de l'interdiction du droit de vote pour les personnes handicapées sous tutelle, qui a été à la fois influencée par la Convention des Nations Unies, bien entendu, mais aussi beaucoup par les exemples d'autres pays européens. Lorsque la France a décidé d'autoriser les personnes handicapées sous tutelle à voter, à avoir le droit de vote, ce qui me paraît élémentaire, il y avait déjà 11 pays européens qui appliquaient cette mesure. Donc vous voyez que l'exemple était important. Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir que depuis 2021, depuis l'année dernière, l'Europe a une commissaire à l'égalité, Madame Helena Dalli, et qu'à partir de là, l'objectif de la stratégie européenne 2020-2030, qui vient d'être agréée à Bruxelles, a une priorité simple, enfin je résume brutalement, mais c'est de promouvoir l'application de la Convention des Nations Unies dans les différents États membres et la mise à conformité des législations nationales et de celles de l'Union européenne avec les préconisations de la Convention. C'est ça, la stratégie européenne dans le domaine du handicap pour 2020-2030, on est dedans, ça commence, c'est la mise en application donc, de cette Convention qui a été ratifiée par l'Union européenne en 2009 et vous le savez par notre pays en 2010. Vous connaissez cette convention, je ne reviens pas dessus, c'est le texte de base et de référence pour tout ce qui se fait dans le domaine du handicap dans les pays de l'Union actuellement. Vous savez, elle ne crée pas de droits spécifiques aux personnes handicapées, mais elle impose que tous les droits de l'homme s'appliquent aux personnes handicapées comme aux autres citoyens. Elle donne
à travers une cinquantaine d'articles, les moyens d'y parvenir. Et chaque pays doit, tous les 2 ans, justifier de sa mise en conformité avec cette convention. Bon, je ne reviens pas là-dessus, c'est une convention qui est connue. Alors, ce cadre général de l'intervention de l'Union européenne étant très succinctement présenté, je vous propose maintenant de considérer le thème de l'autonomie, du choix de vie, qui est celui de la conférence d'aujourd'hui, tel qu'il est abordé par l'article 19 de la Convention. On va y revenir, puisque c'est elle qui détermine l'activité des pays, et qui est à l'origine, donc, autour de ce mot de désinstitutionnalisation, je peux le dire puisqu'il a déjà été prononcé, qui est certainement à l'origine d'un certain nombre de malentendus sur lesquels votre présidente m'a demandé de m'arrêter. Pour saisir toutes les dimensions du problème, je crois qu'il faut bien dire que ce terme a retrouvé un petit peu d'actualité récemment en raison d'un document publié par l'ONU qui est très décisif, très radical dans ce domaine-là. Et puis nous avions eu l'expérience de la rapporteure des Nations Unies qui avait étrillé un peu la France là-dessus il y a 3-4 ans, ainsi que sur le dernier rapport que nous avons eu sur l'activité en France et sur le rapport que le gouvernement français avait remis au Comité des droits. Tout cela, vous le connaissez, je n'y reviens pas. Mais je crois que pour saisir d'abord toutes ces dimensions, comme je disais, il convient en premier lieu de rappeler que le terme même d'institution est porteur de bien des ambiguïtés. Comme le rappelait Philippe Chavarros avant moi, il y a eu des clarifications conceptuelles sur institution, établissement. Je ne vais pas entrer dans ces termes-là. C'est un débat sur lequel je n'ai certainement pas assez de compétences pour y entrer. Simplement, je dirais qu'on admet en France que ce terme désigne des établissements spécialisés, notamment dans les domaines de l'école, de l'hébergement, du lieu de vie, de l'emploi, par exemple. Mais ce n'est pas le cas pour nos partenaires européens. Pour certains de nos partenaires européens, ils désignent des établissements résidentiels de quasi-internement, privant leurs nombreux résidents de leurs droits fondamentaux et agissant de façon proprement ségrégative. C'est l'exemple qui est resté dans les têtes et qui est toujours dans les têtes d'un certain nombre de responsables de pays européens, et y compris dans celle de responsables des Nations Unies, c'est l'exemple des asiles qu'on a découverts dans les pays du bloc soviétique à la fin de la guerre froide, entre guillemets, même si elle vient de se réchauffer, et qui a marqué les esprits de toute une génération. Je crois que c'est ça, quand on parle d'institutions, il faut savoir que dans les têtes, dans les esprits d'un certain nombre de gens, c'est cette idée-là qui prédomine. Et on apprend actuellement, à travers la crise ukrainienne d'ailleurs, que ce sont des établissements qui accueillaient plusieurs centaines de personnes handicapées qui ont transféré leurs résidents dans les pays limitrophes, qui eux-mêmes, comme on le sait, ne sont pas très clairs sur ce sujet-là. Donc, c'est un sujet qui n'est pas clos. Voilà, c'est ça que je voulais dire, cette définition. Alors, pour d'autres, qui sont les tenants d'une désinstitutionnalisation généralisée, le terme institution ne concerne pas seulement les univers carcéraux, les grands hôpitaux psychiatriques et autres orphelinats qui relèvent de notre temps, mais toute forme de lieu d'accueil spécialisé. Et on peut rappeler à cet égard l'expérience italienne relativement radicale, vécue dans le courant des années 70 en matière de psychiatrie. Vous savez, c'est l'école Basaglia, le mouvement dit de l'antipsychiatrie. Dans ce pays, en Italie, le mouvement de désinstitutionnalisation a été très militant à cette époque et il a parfois donné lieu à des processus sans ménagement, dépourvus d'alternatives et qui ont engendré, nos amis italiens le reconnaissent maintenant,
de la maltraitance, en particulier, moi j'en ai un souvenir précis, dans le domaine scolaire en Italie. Les définitions, comme vous voyez, sont variables et suivant le lieu d'où l'on parle en réalité. Et on va d'une définition radicale de l'institution à une définition qui me paraît plus nuancée, je dirais, et je vous les cite, parce que cela vous donne un peu l'idée de ce qu'est le débat au niveau des Nations Unies, au niveau de nos partenaires internationaux. Le plus radical, c'est celui que donne la coalition européenne for community living. Alors, community, c'est un mot qui est très difficile à traduire parce que dans l'esprit des anglo-saxons, c'est un peu la vie ordinaire, c'est la vie sociale ordinaire. Community, dans la communauté. La traduction dans la communauté n'est, à mon avis, pas une très bonne traduction. La définition de cette European Coalition for Community Living, c'est tout lieu où des individus communément étiquetés comme ayant un handicap vivent isolés ou bien soumis à une ségrégation et se voient forcés de vivre ensemble est une institution. L'institution se définit comme un endroit où les gens n'ont pas ou ne sont pas autorisés à exercer le contrôle sur leur propre vie et sur leurs décisions au quotidien. Une institution ne se définit pas seulement, loin s'en faut, par sa taille. Voilà une première définition à laquelle nous avons affaire. Une autre définition de l'Union européenne est intéressante dans la mesure où elle est très simple. Une institution se définit comme un établissement résidentiel dans lequel les exigences de l'organisation elle-même tendent à passer avant les besoins individualisés des usagers. Point barre. Définition d'une institution donnée par... Intéressant, c'est intéressant. Et enfin, le Forum européen des personnes handicapées, dont vous avez bien voulu dire que j'étais membre élu du bureau, a produit une définition plus nuancée et que je vous livre. Le simple fait de vivre en collectivité n'est pas nécessairement synonyme ou assimilable à vivre en institution. Certaines personnes expriment le souhait ou ont besoin, du fait d'une grande dépendance par exemple, de lieux de vie à plusieurs, disposant d'un personnel permanent ou d'une assistance adaptée à leurs besoins individuels, directement présents et mobilisables sur place à tout moment. Ce peut être une solution envisageable, pour autant que la personne soit respectée dans sa dignité et dans ses demandes, que demeure en permanence pour elle le choix de vivre ailleurs ou avec d'autres personnes dans la communauté, et qu'elle ait la possibilité d'exprimer l'intégralité de ses choix concernant sa propre vie. Voilà une autre définition. Vous voyez, on va quelque chose de radical, quelque chose que l'on peut mieux comprendre et qui nous permet de voir justement comment cette notion d'institution n'est pas clairement définie. En fait, ce débat sur l'institution, il dessine lui-même un débat entre deux modèles culturels historiques de l'accompagnement de la politique du handicap. Je vais aller à coups de serpe, mais pour aller vite, il faut forcément être un peu réducteur. Pardon à l'avance. Mais on a d'un côté un modèle anglo-saxon qui est militant d'une politique d'autonomie systématique en milieu ordinaire, clairement affichée, et où l'approche individuelle est privilégiée. Chez la plupart des acteurs de ce premier ensemble, prévaut la philosophie d'inspiration nord-américaine que nous connaissons bien de l'independent living, ou mouvement pour la vie autonome, qui est né dans les années 60 aux États-Unis, à Berkeley plus précisément, et qui verra à partir des années 70 la multiplication dans le monde de centres de la vie autonome. Ce mouvement pour la vie autonome a connu un large développement, avec notamment la création en Europe du réseau européen de la vie autonome, European Network for Independent Living, ENIL. C'est une association européenne, mais qui a des associations filiales, si je puis dire, dans notre pays. On notera d'ailleurs que pendant toute cette période, la France est restée, à quelques exceptions près,
d'une parfaite étanchéité à l'égard de ce mouvement qui irriguait l'ensemble du monde développé. Cette approche met en avant la libre décision de la personne sur son choix de vie et fait d'elle à la fois un client et un consommateur de services. Le système repose à un degré plus ou moins abouti sur la solvabilisation, pardon pour ce gros mot, c'est la mise en solvabilité, la mise en capacité financière personnelle du consommateur de services adaptés. La compensation étant un droit à part entière, la personne handicapée est appréhendée comme un client consommateur de services, notamment grâce à un budget personnalisé fondé sur un nombre d'heures de soutien dont elle a besoin. Elle décide de ses choix de vie et, vous voyez, on renverse la notion d'usager en se retrouvant dans une situation d'employeur, par exemple dans le cas d'un assistant personnel. Et il n'y a pas qu'une nuance terminologique entre être usager d'un service à domicile ou être employeur d'un assistant personnel. Voilà, on comprend bien que dans cette perspective d'autonomie personnelle, l'accessibilité universelle soit placée au sommet des valeurs qui doivent commander les politiques du handicap. Voilà le modèle anglo-saxon qui est actuellement, toujours est à l'œuvre, il faut le savoir, dans nos instances. Et puis on a en regard de ce modèle anglo-saxon un modèle latin, je dirais, pour aller très vite aussi, parce qu'il n'est pas totalement unanime, puisque des pays comme l'Espagne, le Portugal pratiquent une politique d'inclusion, comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire la vie ordinaire étant l'objectif, très, très développé, en particulier dans le domaine éducatif. Le Portugal et l'Espagne n'ont pratiquement plus d'établissements spécialisés. Alors, ce modèle donc latin par rapport au modèle anglo-saxon, c'est celui auquel on peut rattacher notre pays. Il est marqué par la reconnaissance du rôle premier de la famille, la prise en charge collective, le financement de structures aidantes plutôt que la solvabilité de la personne. Vous voyez qu'on est en train d'évoluer. On connaît les reproches adressés à cette approche, non-reconnaissance de l'individu en tant que tel, rigidité des routines, réponse collective, non-respect de l'intimité. Enfin, je passe, vous connaissez bien tout ce qu'on dit là-dessus et qui, à mon avis, demanderait à être prouvé. On nous dit souvent qu'on a une approche plus paternaliste qu'interactive et que la priorité est donnée au fonctionnement de la structure plutôt qu'à l'intérêt de la personne. Vous voyez, le débat est très, très fort là-dessus. Alors, on peut parler, de notre côté, d'une approche plus structurelle qui s'inscrit davantage dans une logique de solidarité collective qui est sans doute tributaire de l'origine parentale de la plupart des associations qui ont en charge les établissements. Et on remarquera enfin, je termine cet aspect-là de comparaison objective, je vous donne les éléments d'un côté et de l'autre, et après on en parlera un peu plus avant, que le modèle présenté par le premier ensemble s'inscrit dans la dynamique d'expansion sur le continent européen du modèle économique, juridique et culturel anglo-saxon. Parce que l'Union européenne véhicule tout de même bien quelque part ce modèle. Il est véhiculé par le Royaume-Uni et les pays du Nord. Le Royaume-Uni n'est plus là. C'est-à-dire qu'on a fait, en gros, on a fait l'Europe que voulait le Royaume-Uni et le Royaume-Uni en est parti. C'est assez intéressant. Mais ce modèle accompagne l'évolution libérale de la construction européenne et qui est elle-même fondée donc sur une approche juridique inspirée du droit anglo-saxon et que l'on retrouve où ? Dans la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Voilà. Alors, c'est donc à la lumière de ce processus d'évolution historique et de ces échanges et de ces conceptions différentes qu'il convient de lire l'article 19 de la Convention des Nations Unies relatif au choix de vie et qui est notre thème d'aujourd'hui. Je vous le lis. Vous le connaissez par cœur, mais je vous le lis quand même. Les États parties à la présente Convention reconnaissent à toutes les personnes handicapées le droit de vivre dans la société avec la même liberté de choix que les autres personnes, notamment en veillant à ce que les personnes handicapées aient la possibilité de choisir sur la base de l'égalité avec les autres leur lieu de résidence et où avec qui elles vont vivre,
et qu'elles ne soient pas obligées de vivre dans un milieu de vie particulier. Les personnes handicapées, alors en veillant à ce que aussi, les personnes handicapées aient accès à une gamme de services à domicile ou en établissement et autres services sociaux d'accompagnement, y compris l'aide personnelle nécessaire pour leur permettre de vivre dans la société et s'y insérer et pour empêcher qu'elles ne soient isolées ou victimes de ségrégation. Voilà, vous voyez le texte auquel tout cela se réfère. Il faudrait y ajouter l'article 23 qui vise à éliminer la discrimination dans tout ce qui a trait au mariage, à la famille, à la fonction parentale, aux relations personnelles, etc. Bon, le mode de vie qui est préconisé, vous le voyez bien, doit répondre à un choix de la personne en situation de handicap. Nous sommes dans notre thème. Le mot-clé est bien celui de choix. Mais, à mon sens, pour qu'il y ait liberté de choix, encore faut-il qu'il y ait possibilité de choix. D'où, d'ailleurs, je fais une incise, là, si vous le permettez, 30 secondes. L'idée portée par la Convention d'une conception universelle de l'accessibilité, ça vient de là. Pour pouvoir accéder au parcours de vie de son choix, il faut que tous les possibles soient accessibles. Et donc qu'ils soient conçus comme tels dès l'origine. C'est l'environnement qui doit se transformer au bénéfice de tous et donner ainsi naissance à ce qui pourrait être alors véritablement une société où chacun trouve sa place. Alors, on voit bien qu'une telle approche place le libre choix et l'autonomie de la personne en situation de handicap au centre du débat, mais elle n'exclut en aucun cas la possibilité pour une personne de ne pas souhaiter quitter le milieu sécurisé, école, logement, travail, lieu de vie, où elle a sa régularité de vie, ses repères humains et matériels et son tissu relationnel et affectif. C'est ce que j'en déduis. Et nous voyons bien là combien les modèles culturels que j'ai grossièrement distingués tout à l'heure, se rapprochent aujourd'hui sur les exigences portées par la Convention de représentation et de défense des droits et d'autonomie de la personne en situation de handicap. Le dernier texte du Forum européen dit bien ceci: la désinstitutionnalisation n'est pas sortir les personnes des constructions appelées institutions. Il s'agit plutôt d'un processus visant à aider les personnes à gagner ou conquérir le contrôle de leur vie comme des citoyens à part entière. Vous voyez la nuance. Services et aides à domicile, habitat partagé, établissement résidentiel ou temporaire, pouvant en tant que de besoin servir effectivement d'origine au service, étayent et permettent cette liberté de choix. Alors, la priorité donnée par la Convention à la défense des droits doit être aujourd'hui au moins une source de réflexion pour nos associations, et je pense en particulier à nos associations dites gestionnaires. Et je pense qu'il est bon de se poser un certain nombre de questions tout de même. Je pense aux associations dites gestionnaires. Quelle place réserve-t-elle à la représentation des droits des personnes handicapées? Que signifie être à la fois représentant des droits et intérêts des personnes et gestionnaire d'établissements qui les accueillent? Quelles procédures, quelles attitudes privilégier pour concilier la promotion et la défense des droits des personnes, c'est-à-dire leur droit à une intégration, entre guillemets, le mot intégration, je ne l'aime pas beaucoup, je ne l'aime pas du tout, mais à une plus grande part prise dans la vie ordinaire avec la gestion d'établissements et de lieux d'accueil qu'on appelle, entre guillemets, protégés. Je pose les questions, je n'ai pas la réponse, mais je crois qu'il est bon de la poser à nos amis qui gèrent des établissements, ce qu'on appelle des gestionnaires, nos amis gestionnaires. Une petite incise, dans les pays nordiques, où les associations, là, sont très militantes, dans le sens de la vie ordinaire, elles ont toutes remis aux autorités publiques tous les services dont elles pouvaient être prestataires. Le mot même d'institution a disparu de la loi danoise sur le handicap. Je crois que tout ça, c'est une réflexion dont nous ne pouvons pas faire l'économie. Enfin, je voudrais, c'est mon troisième point, maintenant, comme votre chère présidente me l'a demandé, partager avec vous quelques réflexions un peu plus personnelles sur cette approche européenne et internationale du choix de vie dont je vous ai décrit avec la plus grande objectivité, j'espère possible, les différents tenants et aboutissants.
D'abord, je ferai 4 observations. D'abord, la première sur la notion d'institution. Je dirais d'abord que les injonctions de fermeture des institutions qui viennent des instances des Nations Unies actuellement, telles que par exemple peut en faire de temps en temps le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies, tel qu'a pu en faire la rapporteure des Nations Unies, et tel qu'un certain nombre d'associations et d'organisations telles qu'ENIL, dont je vous ai parlé tout à l'heure, auxquelles elle se réfère, à mon avis, se réfère fort imprudemment à la Convention des Nations Unies et à son article 19, parce qu'il ne mentionne aucunement le terme de désinstitutionnalisation. Vous l'avez peut-être noté, comme moi. Ce mot est le fruit de commentaires et d'extrapolations. Qu'on soit clair. Nous savons ce qu'il faut penser des commentaires. Mais les lobbies qui soutiennent cette approche, qui est une approche idéologique, comme j'ai essayé de vous le dire, sont puissants. Ils peuvent s'appuyer sur la position d'abord des Nations Unies, où ils sont à l'œuvre, dont ils sont les relais, notamment le Comité des droits, le rapporteur des Nations Unies, comme je le rappelais. Un document récemment publié est édifiant. On y parle de ségrégation, de survivants des institutions, comme il y a actuellement une association qui s'appelle les survivants de la psychiatrie, qui est une association européenne, je vous signale. On ne va décidément pas finir par parler des survivants des institutions, et ce serait caricatural. Et je peux vous en annoncer une autre. La Commission a prévu de publier en 2023 un guide pour les États membres sur la vie autonome et l'inclusion dans la communauté. Je vous le cite. Ce n'est pas nous, au Forum, qui allons le faire, mais c'est la Commission qui voudrait le faire. Et d'ores et déjà, ENIL et toutes ces associations-là apportent leur lobbying, évidemment, pour se faire entendre. Alors, l'origine de ce mouvement, à mon avis, s'appuie aussi sur la tendance actuelle de donner la primauté à l'autoreprésentation, à la prise en compte de la seule parole et de la seule expression des personnes handicapées. C'est une avancée conceptuelle qui me paraît tout à fait légitime et que nous devons encourager, mais elle présente 2 dangers et que nous ne pouvons ignorer. L'un qui est général et qui pourrait aboutir, et qui à mon avis aboutit déjà un peu, à un repli communautaire, tout simplement au communautarisme, en réservant aux seules personnes handicapées le droit de parler d'elles-mêmes en leur nom et d'agir par et pour elles-mêmes, ce qui exclut le reste de la société et remet en cause, à mon avis, le principe même de l'inclusion. L'autre danger que nous, parents de personnes polyhandicapées, connaissons bien, c'est celui de l'ignorance ou de la méconnaissance, soyons charitables, de ceux qui ne peuvent pas se faire entendre, de ceux qui ne sont et ne seront jamais d'aucune réunion ou d'aucun lobby, de ceux que notre société n'entend pas parce qu'ils ne revendiquent jamais, simplement parce qu'ils ne sont pas en mesure d'exprimer leurs désirs ou leurs souhaits. Et ceci, effectivement, est pour, à mes yeux, mais peut-être aux vôtres aussi, l'écueil majeur de cette image de l'autoreprésentation que l'on veut systématiser actuellement et qui, là, est un vrai danger, parce qu'on l'entend partout. Deuxième observation, sur la Convention des Nations Unies et le polyhandicap. Disons-le franchement, il a sans doute manqué une sensibilité sur le polyhandicap avec un lourd déficit intellectuel parmi les rédacteurs de la Convention. Ça se comprend, d'une certaine façon. Mais ils auraient pu être représentés. C'est le cas aussi pour les auteurs des commentaires du Comité des droits des personnes handicapées de l'ONU. Il est composé de personnes handicapées, mais bien entendu, ce sont des personnes handicapées, des handicaps physiques ou sensoriels. Les handicaps que nous représentons avec déficit intellectuel ou psychique sévère, ceux de nos enfants, sont, je le dis, trop souvent ignorés. Et les membres du Comité des droits, je peux le dire parce que je le leur ai dit, sont trop souvent ignorants de ce qu'est la vie des personnes polyhandicapées dépendantes de leurs parents et de leurs proches. Et je crois que
nous retrouvons là la question récurrente, mais à mon sens capitale, de la définition du handicap, de cette terminologie du handicap. Le mot handicap est un terme générique trompeur qui dissimule des entités totalement disparates et nourrit d'énormes malentendus, mais que beaucoup ne veulent pas voir, parce que ça complique terriblement le jeu, évidemment. C'est tellement plus simple d'avoir des gens qui s'auto-représentent et qui viennent dire « voilà, moi je veux ça, je veux ça, je veux ça ». Mais ceux qui ne peuvent pas le dire, qui ne le diront jamais, qu'est-ce qu'on leur fait dire à eux? Eh bien, on ne les entend pas, on ne les écoute pas. Il y a un monde entre un enfant dyslexique et un enfant autiste sévère, nous le savons bien, entre une personne paraplégique et une personne sourde. L'accompagnement médical, technique, psychologique et humain de l'un et de l'autre n'a rien de commun. Et l'impact sur l'entourage est totalement différent. Et je crois que la fracture, comme c'était un petit peu indiqué par l'orateur précédent, en France comme en Europe, vient de ce que les formes de handicap, je dirais, qui tiennent le haut du pavé, cette expression n'est pas idéale, mais enfin, y compris dans nos associations, je dis bien y compris dans nos associations, et que les médias acceptent de montrer, finalement, ce sont les handicaps physiques et sensoriels. Ce n'est pas neutre que le pictogramme symbolisant le handicap représente quelqu'un en fauteuil. Les handicaps intellectuels et psychiques que nous connaissons bien, lourds, ne franchissent pas le plafond de verre. Qu'y a-t-il de plus insupportable que ces émissions qui, pour parler de l'autisme, ne mettent en scène que des cas d'autisme Asperger ou à haut niveau d'expertise? Eh bien, mon sentiment est que la Convention des Nations Unies, qui est un remarquable document et qui a fait faire d'immenses progrès à la situation des personnes handicapées dans le monde en termes de faire valoir leurs droits, doit mieux prendre en compte cette disparité entre les formes de handicap, et je dis qu'il conviendrait qu'elle soit revue, revisitée, à la lumière de cette dimension du polyhandicap. Mais vous voyez bien la difficulté, c'est que cette réécriture ou complément d'écriture, pour mettre en œuvre cette nouvelle dimension, sera inévitablement lié, de par la nature même du handicap dont nous parlons, à une contribution des parents, des proches, des professionnels. Ce qui, dans l'esprit communautariste actuel dominant, de plus en plus le secteur du handicap, risque de compliquer la mise en œuvre de ce travail de réflexion et d'écriture, et même aux yeux de certains, de le délégitimer. Ce n'est pas simple, notre affaire. Moi, je ne suis pas pessimiste, mais il va falloir louvoyer d'une certaine façon parmi des gens qui, pour le moment, tombent sur leur certitude. Je rappellerai simplement pour mémoire les grandes difficultés que nous avons eu à faire admettre il y a 3 ans par le Comité des droits des Nations Unies, la reconnaissance des parents, de la présence des parents dans la définition des associations représentatives des personnes handicapées. Le premier test qui nous est arrivé ne mentionnait pas les parents dans les associations représentatives. S'il n'y avait pas que des personnes handicapées, elles n'étaient pas représentatives. Vous voyez, ces choses-là sont importantes. Et c'est pour ça, comme le rappelait Marie-Lysine, je suis élu au comité exécutif du Forum européen en tant que parent, mais j'espère qu'il y aura aussi après toujours le maintien au moins d'un représentant des parents. Troisième observation sur l'expression du choix de vie. La question du choix de vie dépend à l'évidence de la capacité de la personne à l'exprimer, on est bien d'accord. En l'absence de langage, quel qu'il soit, paroles, onomatopées, cris, gestes, mimiques, postures, manifestations diverses, il est bien difficile de discerner ce choix. Il y faut toute l'attention des parents ou des proches dans la très longue durée pour deviner les souhaits, les routines propres à assurer un minimum de bien-être et d'épanouissement. Les choix de vie sont le fruit de longues observations et de beaucoup d'empathie. Pour toutes ces raisons, le rôle de la famille et des proches me paraît fondamental. Il faut du temps, de l'attention permanente et de la constance, puis osons le dire, il faut aussi beaucoup de patience et beaucoup d'amour aussi. Le système de noria d'intervention qu'implique le maintien à domicile d'une personne en besoin permanent de présence et d'aide me paraît plutôt engendrer
chez la personne concernée de l'insécurité et de l'incompréhension que j'apparenterai pour ma part volontiers, quelquefois, de la maltraitance. Je voudrais être clair là-dessus. La succession des intervenants, quelle que soit leur bonne volonté, est reconnue comme source de traumatisme, parce qu'on connaît les absences, on connaît tout cela. La surprise, la nouveauté, nous le savons bien, sont souvent source de peur ou de mal-être. La permanence des visages, la constance des relations rassure et apaise. Et cela m'amène justement à ma dernière observation sur la nature du choix de vie et du polyhandicap. Oui, ah oui, l'hypoglycémie gagne, je vais m'arrêter. Je n'ai plus que 10 pages. Le choix de vie d'une personne polyhandicapée me semble être à l'intersection d'au moins 3 exigences, vous le savez, l'existence d'un environnement médical et social de nature à assurer son bien-être physique, moral, affectif, sa sécurité, son besoin propre d'autonomie, d'ouverture au monde, qu'un éloignement même temporaire du milieu familial peut favoriser, et la nécessité, troisième, de permettre aux familles de respirer, de se retrouver avec leurs autres enfants, d'avoir leur propre centre d'intérêt, de continuer à travailler dans beaucoup de cas. Il s'agit de satisfaire un besoin d'épanouissement réciproque. Eh bien, à cet égard, le séjour dont la durée est à définir en établissement, s'il est bien compris, peut répondre à cette triple exigence. Il apporte un peu de répit aux parents, tout en apportant à la personne handicapée peut-être une vie plus indépendante de la cellule familiale, mais en même temps lui permet de gagner en sécurité, en attention, en vigilance, et au fond, aux uns et aux autres, de rester, je dirais, entre guillemets, pour aller vite, vivants. Voilà, le partage de ce choix de vie doit se faire dans un dialogue permanent et confiant entre la personne, sa famille, son entourage, les responsables de l'établissement, les professionnels, les personnels soignants. Et moi, je le vois surtout sur la base d'aménagement de parcours, de transition, d'aller-retour. Je crois beaucoup aux allers-retours entre l'établissement, la famille, les personnes, de dispositifs, d'échanges, de passerelles, d'accompagnement adapté à chaque personnalité. Alors, j'abrège, puisqu'il faut que nous arrêtions, pardon. Je voulais vous parler du coût de l'établissement. Je voulais simplement, d'un mot, alors du coup je résume tout, d'un mot, je veux dire qu'il ne faut pas que les pouvoirs publics se fassent des illusions. Ce n'est pas en supprimant les établissements et en allant vers la vie ordinaire qu'ils pourront faire des économies. Parce que c'est ça, je le crains malheureusement, qui est quelquefois le motif de ce transfert, de cette volonté d'amener tout le monde à la vie ordinaire. Mais après tout, les établissements, ça coûte cher. Eh bien non, quand la vie ordinaire est bien faite et quand l'accompagnement est bien fait, ça ne coûte absolument pas moins cher que la vie en établissement. Mais en revanche, l'insécurité, la maltraitance, là, on peut la retrouver sans problème. Voilà, j'arrive donc, je vais conclure. C'est assez complexe de conclure sur ce sujet. Vous voyez qu'il y a à l'œuvre dans l'Union européenne et dans les instances internationales des avis, des positions différentes. La plus grande autonomie, l'objectif d'inclusion au milieu ordinaire, c'est un objectif. C'est un objectif qui doit inspirer toutes les réflexions, mais les nôtres aussi, nos actions, nos pratiques, mais pas à n'importe quel prix. Pas dans l'ignorance et le mépris des particularités de chaque type de handicap. Et cette démarche n'impose pas de sortir à tout prix les personnes des établissements, nous l'avons vu. Si elles n'en manifestent ni l'envie, et en particulier ni le besoin, et si le milieu ordinaire ne leur apporte aucun épanouissement ni bien-être supplémentaire. Le glissement hors de l'institution, quand il est envisagé, est affaire d'abord d'évaluation, de respect de la situation particulière de chacun, je l'ai dit, d'aménagement de parcours, etc. Je conclus, nous n'avons pas, je voudrais vous laisser sur ce message, nous n'avons pas à avoir peur de cette notion de désinstitutionnalisation. Je comprends qu'elle puisse être libératrice ou
constituer un horizon, un aiguillon pour toute une famille de handicaps qui peuvent accéder à un vrai niveau d'autonomie et qui en étaient injustement éloignés ou privés, pourquoi pas? Mais en aucun cas, elle ne constitue une injonction. Nous avons un modèle français qui, certes, peut largement être amélioré, et on n'en prend pas forcément le chemin, mais ça c'est un autre sujet, mais qui peut, à mon sens, concilier les objectifs d'une quête d'autonomie, aussi poussée que possible, compte tenu des capacités de chacun, avec les garanties, concilier avec les garanties que peut apporter aux personnes elles-mêmes et aux familles une approche collective, concertée, attentive et solidaire. Merci. Eh bien, merci pour cette très belle intervention, très riche. Je pense que de notre place, de notre petite place, plus nous en savons et plus nous pouvons faire des choses, chacun à notre mesure, pour faire bouger un peu les lignes. C'est quand même très important qu'on s'en rende compte, puisque Albert Prévost a fait ressortir très clairement les différences de point de vue qu'il peut y avoir sur ces notions de désinstitutionnalisation ou de vie inclusive. Et je crois qu'effectivement, ce qui est bon pour certains n'est pas bon pour tout le monde. Donc, une fois de plus, dans le polyhandicap, nous nous retrouvons bien sûr dans du cas par cas. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on aille déjeuner? On est en retard. Est-ce qu'il y a des questions tout de même ou des demandes d'intervention? Deux. Une, deux. Madame? Oui, bonjour, Palmire Delay, je suis de la DAPI Martinique et depuis ce début d'année 2022, je participe à la conférence régionale de santé et d'autonomie pour me présenter. Voilà, là, c'est vrai que j'ai écouté les deux intervenants, j'ai entendu parler de l'approche sociale et médicale et c'est vrai que dans les établissements, il y a un cloisonnement entre l'accompagnement des personnes des résidents, je parle de masse, et donc c'est vrai que quelquefois on est surpris par les interventions. Je suis parent, hein, je suis sœur de deux personnes en situation de handicap. Ce sont des personnes vieillissantes qui ont déjà plus de 60 ans. Et c'est vrai que quelquefois, je suis surprise, j'attaque, je suis la personne qui dérange parce que je ne comprends pas pourquoi ce cloisonnement me dit mais non, c'est la coordinatrice de soins, ce n'est pas l'accompagnement éducatif et social, puisque vous avez appuyé sur le vocabulaire, à chaque fois vous avez rappelé le vocabulaire qui évolue. Et finalement, en évoluant dans le vocabulaire, c'est vrai qu'on améliore l'image qu'on se fait des personnes en situation lourdement handicapée. Et en même temps, je vois que finalement, même au niveau de l'Europe, on n'arrive pas à défendre, bien défendre, à bien parler pour nos personnes en situation de handicap ou lourdement handicapées. Et puis, je vis aussi au niveau de l'accompagnement financier. Maintenant, on est en train d'évaluer le Séraphin. On est en train d'évaluer au niveau des maisons d'accueil spécialisées comment on va financer l'accompagnement. Et déjà, nous avons des personnes gravataires, nous avons des personnes en fauteuil, nous avons des marchands. Mais toutes ces personnes aussi ont des difficultés. Et comment les accompagner, comment financer? Alors on est en train de faire comme les GIR. Donc je voulais réagir sur tout ça et puis dire que finalement, moi je suis en train d'apprendre et puis de voir que finalement, même au niveau de l'Europe,
eh ben, même au niveau le plus bas, dans les instances, quand on veut défendre, quand on veut parler des personnes polyhandicapées, du handicap profond, les personnes qui nous écoutent, qui sont là, par exemple au niveau de l'ARS, peut-être au niveau des collectivités territoriales, elles ont des difficultés à appréhender. C'est gênant. On a l'impression qu'on a en face de nous des personnes qui sont gênées. On va nous parler de personnes âgées, vieillissantes, des personnes âgées handicapées. Mais dès qu'il s'agit de personnes handicapées, polyhandicapées, alors là... Écoutez, vous avez tout à fait raison. C'est tout le sens du combat que nous essayons de mener depuis bien des années et que beaucoup partagent ici, et notamment le clivage entre soins et accompagnement qui est totalement absurde. Mais madame, je ne peux que vous encourager à continuer à être ce que Elisabeth Zuckman était très fière d'avoir comme surnom, poil à gratter. Bonjour à tous et ravi vraiment d'être ici, d'être avec vous. Alors moi je pars de ma position de parent et en ayant créé une association au Maroc, j'avais besoin d'impacter en fait dans la tête des institutionnels que j'avais l'occasion de rencontrer, et m'étais un peu creusé la cervelle pour essayer de trouver quelque chose qui va vraiment les choquer, tout en restant très soft, bien sûr. Donc, quand je parlais de polyhandicap, je leur disais déjà par rapport au handicap en général, on va essayer de comparer le handicap au sport. Le sport avec un grand S, c'est-à-dire qui réunit tous les sports. Et le handicap, on va dire que, par rapport au handicap, on va dire qu'il y a 2 sports, par exemple, on va prendre n'importe lesquels, et j'avais trouvé donc un skieur et un nageur. Et donc je comparais systématiquement l'équipement du skieur avec l'environnement dans lequel il allait agir, et l'équipement du nageur, donc dans sa piscine, etc. En leur disant, voilà, si vous voulez continuer à toujours systématiquement faire un mélange dans ce que vous dites quand vous parlez de handicap, ben vous n'avez qu'à imaginer un nageur qui va aller faire du ski dans sa tenue et un skieur qui va aller faire de la brasse ou de la nage dans la piscine. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est incompatible? On dit bien sûr que non. Donc je pense qu'il faut vraiment passer par ces images un peu chocs qui restent soft quand même, mais qui font comprendre qu'on ne parle pas du tout de la même chose. Et le problème du polyhandicap, c'est toujours ça. Alors peut-être que je réserverai une autre partie de mon intervention pour autre chose. Merci beaucoup en tout cas. Bravo. Bravo, ma chère Loubna. Comme mot de la fin, c'était absolument parfait.